Amélie Amatar, bonjour. Bonjour. La pire chose que puisse permettre un parent à son enfant, à son jeune enfant, pas à son bébé, mais disons un peu après, c'est quoi? Quelle liberté terrible peut-il laisser à son rejeton? Alors, plus que liberté, la pire chose, c'est justement d'empêcher un enfant de se tromper. Parce qu'en fait, un enfant, il apprend par l'erreur. Ah oui, d'accord. C'est prouvé, Je m'y attendais pas. c'est Ok. prouvé scientifiquement, c'est comme ça que le cerveau fonctionne. Il faut échouer. Et oui, pour apprendre. Bienvenue au Talk Dessineur du Figaro avec aujourd'hui Amélie Amatar qui vient de nous donner une petite leçon de vie finalement, très très bref mais utile, cofondatrice de Coloris depuis plus de 6 ans. Donc c'est une méthode éducative sans écran pour les enfants qui ont entre 3 et 8 ans, grosso modo. Première question assez frontale, est-ce que c'est possible, votre promesse à une époque où l'écran où nous sommes envahis d'écrans, il y en a partout, il y en a dans la rue, il y en a à la maison, il y en a au bureau, il y en a partout. Alors est-ce que c'est une vraie promesse? Ben oui, plus qu'une promesse, c'est une nécessité en fait. Et clairement, Coloris, l'idée, c'est d'offrir cette bulle de déconnexion dans un monde hyper connecté pour que les enfants puissent comprendre, développer leur libre arbitre et voilà, avoir un usage beaucoup plus éclairé et ajuste des écrans. Le droit à la déconnexion en entreprise, ça existe aussi pour les enfants, en gros, c'est ça? Dès le tout jeune âge, il s'agit de déconnecter le plus vite Oui, possible. c'est non seulement un droit, et c'est un devoir, effectivement, que les parents doivent garantir à leurs enfants et les éducateurs au sens plus large. Ouais. C'est un devoir, vous dites, ce devoir. Vous l'avez ressenti quand, le déclic qui vous a donné envie de créer Coloris, c'était quoi? Clairement, le déclic, c'est d'observer, de constater que les jeunes enfants, dès le plus jeune âge, sont utilisateurs de numérique, mais qu'il y a aucun repère pour eux, pour leur permettre d'utiliser tous ces outils à bon escient. Et en devenant moi-même parent, je me suis dit qu'il y avait un trou dans la raquette que j'avais envie de combler avec la proposition Coloris. Dites-moi la vérité, est-ce que, comme beaucoup de parents, je n'ai pas de chiffre en tête, vous avez fait l'erreur, vous avez succombé, vous avez un jour donné votre iPhone à votre enfant devant YouTube, Netflix, quelque chose comme ça, juste pour avoir la peine, ne serait-ce qu'un quart d'heure? Évidemment. Voilà. Et en fait, il ne s'agit pas de diaboliser l'écran. En fait, sur les écrans, il y a aussi des choses hyper intéressantes, mais il s'agit d'éduquer et d'un peu soulever le capot des nouvelles technologies pour comprendre comment ça marche et en avoir le meilleur usage. C'est vraiment ça l'idée. Ce que vous me dites, c'est qu'en gros, le parent, il laisse son enfant dans la jungle quand il lui donne la tablette, quoi. C'est-à-dire, YouTube, il y a des pubs, et puis surtout, l'enfant, évidemment, copie le parent, donc il a envie de scroller, il a envie de faire un peu n'importe quoi. Donc c'est assez vertigineux quand on y pense. Oui, et vous soulevez un point hyper juste qui est celui de l'exemplarité qu'on attend du parent. Et finalement, le premier conseil, et s'il fallait garder qu'un seul conseil, c'est d'être soi-même exemplaire quand on est devant ses enfants par rapport à l'usage nous-mêmes qu'on a de nos propres outils numériques. Oui, parce que quand les enfants parlent et que papa est sur ton téléphone en train de scroller les mails et qu'il ne fait pas du tout attention à ce que les enfants disent, c'est choquant finalement pour les enfants. Ça s'appelle la technoférence, ça porte un nom. Pardon ? La technoférence, c'est quand la technologie vient interférer effectivement avec le dialogue, l'interaction qu'on peut avoir avec son enfant et vient entraver finalement la communication familiale et in fine le développement de l'enfant parce qu'en fait l'enfant se développe en communiquant avec ses parents. La communication familiale avec les enfants mais aussi avec le couple, mais ça c'est une autre histoire. C'est pas votre métier. Pour établir donc votre programme donc depuis 6 ans, vous avez fait comment? Et surtout, dites-moi comment vous avez bâti cette ambition très noble que vous venez de me décrire. Merci. On est parti de choses qui existent aussi à l'international. Par exemple, au MIT Media Lab, il y a effectivement une proposition assez similaire qui a été développée par une start-up. On a regardé aussi ce qui se faisait en Scandinavie, où il y a aussi plusieurs autres propositions. Et on a, nous, proposé quelque chose de singulier, un peu à la croisée de ces autres propositions. Et voilà, un truc un peu français à notre sauce. Donc, beaucoup de veille sur ce qui se fait à l'étranger, sur les bonnes pratiques de nos voisins pour en faire votre modèle à vous. Vous dites on a injecté un peu de France là, dans tout ça. Typiquement quoi? Typiquement, nous, notre approche, ça repose sur un conte écrit en français, en bon français, avec vraiment une intention langagière très forte, qui permet aux enfants, à travers l'histoire de Justine et Pierrot, de découvrir et de comprendre les algorithmes, le système binaire, etc. On travaille avec des professionnels de l'éducation, des pédagogues qui viennent alimenter notre approche. Et donc, ce livre que vous citez, il préexistait ou alors vous l'avez façonné, vous, de toute pièce? On l'a façonné de toute pièce. D'accord. Et c'est ce livre qui a écrit l'histoire de votre boîte, quelque part?
finalement. Qui est en tous les cas l'activité fil rouge qui est proposée aux enfants. Donc, ils vont vivre effectivement les aventures des personnages et autour des chapitres, donc les algorithmes, le système binaire jusqu'à l'intelligence artificielle, on va proposer ensuite aux enfants de manipuler ces concepts à travers des jeux, des découpages, des collages, des coloriages. Et la première fois que vous avez proposé ce panel éducatif aux enfants, qu'est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous avez trouvé des enfants très réceptifs? Est-ce que vous avez été surprise par l'intelligence, par au contraire le manque d'intelligence? Les premières fois, j'imagine que vous deviez avoir les yeux grands ouverts, quoi. Bah oui, et clairement, ce qui nous a conduit aussi à poursuivre, c'est l'intérêt, l'engagement qu'on a observé des enfants, le plaisir qu'ils prenaient à se saisir de nos activités. Et pour nous, le sourire d'un enfant devant nos activités, c'est le meilleur indicateur de l'efficacité de ce qu'on est en train de faire. Et clairement, oui, on a un super accueil de la part des enfants. Et comment, en 6 ans, vous avez étayé le modèle, si je puis dire? Qu'est-ce que vous avez enlevé, ajouté, modelé? On est clairement dans une démarche d'amélioration continue et de production continue. Donc, on met des activités en service. On est aujourd'hui présent dans une 60aine de villes, donc dans tous nos ateliers. On observe, on fait des retours, des remontées de terrain, on améliore, on sort certaines activités, on en ajoute de nouvelles, voilà. Et généralement, donc évidemment, les enfants qui viennent vous voir, c'est pas eux qui décident, c'est les parents qui les emmènent. Pas tout à fait. Ah oui. Non, on est dans une approche et dans un modèle économique où nos clients sont les mairies. Donc les enfants ont accès à nos activités via des centres de loisirs de manière gratuite. Ah, d'accord. Okay. Les bénéficiaires finaux ne payent pas. Et c'est plutôt les enfants, justement, qui vont ils vont tirer la manche de maman ou papa, en gros. Ou du directeur de l'école, oui, ou du centre de loisirs pour dire moi ça m'intéresse, je veux m'inscrire. Et donc non, c'est plutôt l'initiative des enfants. Et les parents sont ensuite au courant via les activités qui sont ramenées à la maison finalement. Bien sûr. Et donc les écoles vous ont réservé un accueil très enthousiaste parce que quelque part on répond à une injonction un peu contradictoire qui est qu'il faut former quand même les enfants, il faut leur donner des repères sur le sujet numérique, mais on sent bien que cette question de l'exposition à l'écran est compliquée, donc voilà. Une approche d'éducation aux écrans, mais sans écran. C'est assez paradoxal, effectivement, dans un monde où on sait l'avenir, c'est l'écran, d'une manière ou d'une autre. Et donc, c'est tout le côté un peu paradoxal de la chose. C'est quelque part... c'est pas une torture pour les enfants, mais j'imagine que quand on apprend ça, on a envie de se saisir de la... C'est vraiment une bulle de déconnexion pour être mieux connecté, pour que quand l'enfant effectivement est face à l'outil, il puisse comprendre de quoi il s'agit, il puisse choisir avec ses parents les bonnes applications, les bons contenus pour favoriser son développement. Et ça dure combien de temps, en gros pour un enfant, vous avez dit c'est entre 3 et 8 ans, mais pour un enfant de 5 ans, disons, cette formation, si on peut parler de formation, oui, ça dure combien de temps, cette sensibilisation? On peut être sur 1 heure de découverte et on va jusqu'à 32 heures par an, donc ça correspond... Un peu comme le permis de conduire, finalement. Permis de conduire à la tablette, 32 heures, c'est pas pour les bons conducteurs. Oui, voilà, quelque part, c'est ça, c'est effectivement avoir les bons repères pour naviguer de manière éclairée dans cette jungle numérique. Dans une ville comme Paris, par exemple, vous êtes partenaire, on peut parler comme ça, de beaucoup d'écoles, beaucoup de mairies. Oui, la ville de Paris nous fait confiance. On est dans plusieurs écoles de la ville, donc à la fois des écoles publiques, donc dans ce cas-là, on traite directement avec la mairie, mais aussi des établissements privés, comme par exemple l'école alsacienne. L'école alsacienne à Paris, et donc vous, alors on va parler pas de votre intimité, mais vous êtes maman, vous l'avez dit, hein, c'est pas moi qui vous ai posé la question. Est-ce que vos enfants ont été réceptifs à ça? Est-ce que c'était vos premiers cobayes, si je puis dire? Oui, très clairement, ils ont beaucoup bêta-testé nos activités et continuent. D'ailleurs, ils sont hyper enthousiastes quand il y a une nouvelle activité qui sort. Ils ont l'exclusivité de pouvoir la tester. Oui, clairement. Et les parents, que ce soit vos amis, vos collaborateurs, comment est-ce que vous évangélisez, si on peut employer ce terme? Les parents sont très friands. On a régulièrement des parents qui nous sollicitent et c'est des super prescripteurs parce que c'est bien souvent via les parents aussi que les écoles nous sollicitent parce que le papa, la maman est allé voir le directeur, est allé voir la personne qui va bien à la mairie pour qu'ensuite on puisse effectivement opérer dans l'établissement. À l'inverse, est-ce qu'il y a des hostilités, peut-être pas des hostilités, mais disons des méfiances vis-à-vis de ce modèle-là? Si oui, pour quelles raisons? Voilà.
Très sincèrement, moi j'observe surtout beaucoup d'enthousiasme et un accueil très positif de notre proposition parce qu'encore une fois, on sent qu'il y a ce besoin d'éducation, on sent que ça manque. Dans certains pays, c'est déjà très développé. Donc non, à ma connaissance, à ce jour, je n'ai pas vraiment d'exemple de rejet abrupt de ce qu'on propose, quoi. On va sortir un peu des frontières, pardonnez-moi, de la région parisienne, de Paris. Vous avez cité la Suède, vous avez cité le MIT. Les bonnes pratiques que vous avez découvertes, parfois peut-être avec étonnement, dans les différents pays, c'est quoi, si on peut illustrer en illustrer quelques-uns? Oui, clairement, la pratique principale que nous, on a essayé de s'approprier, c'est cette initiation précoce. On parle à une tranche d'âge qui est vraiment jeune. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, par exemple, en Suisse, dans le canton de Vaud. Ils commencent dès 4 ans sur une initiation qui est très similaire à la nôtre, parce que c'est une période de vie qui est très importante, où l'individu se construit, se développe, s'affirme aussi dans ses choix. Et donc, c'est un moment de vie qui est vraiment très propice à ce type d'apprentissage aussi. Il y a une idée reçue qui dit qu'en matière d'éducation, tout se fait avant 3 ans. Est-ce que vous avez une maxime similaire, mais adaptée à l'écran, justement? On sait qu'avant 6 ans... Une conclusion, peut-être. Oui, avant 6 ans, il se passe quelque chose d'assez exceptionnel dans le cerveau de l'enfant. Et c'est aussi pour ça qu'on a envie de s'adresser à ces jeunes enfants. Heureusement, tout n'est pas figé après 6 ans et on peut continuer d'apprendre et de se former tout au long de sa vie. Parce qu'en gros, aujourd'hui, quand on est à l'école, à partir de quand, grosso modo, le maître d'école met une tablette dans les mains de l'élève? Aujourd'hui, ça commence beaucoup en primaire. Mais encore une fois, il y a des applications hyper intéressantes, pédagogiques, qui servent les apprentissages et le développement de l'enfant. Mais la question, c'est vraiment le choix du contenu qui est proposé à l'enfant sur cet outil numérique. Et aujourd'hui, vous diriez, alors peut-être pas exhaustivement, si vous avez le chiffre en tête, bravo, mais combien d'applis officielles, disons, de l'éducation nationale existent? Et vous, peut-être, est-ce que dans le développement de votre boîte, vous n'avez pas envie d'aller un peu sur ce sujet-là, le sujet de l'app et de l'utilisation de tous les jours, quoi? Alors, on sait que l'Éducation nationale a récemment sélectionné une 40aine d'entreprises start-up de l'éducation qui permettent effectivement d'apprendre via la technologie, les EdTech. Nous, clairement, justement, on revendique cette approche déconnectée, qui est aussi une approche low-tech, donc qui aussi s'appuie sur des convictions par rapport à l'écologie, à l'empreinte écologique que tous ces outils ont sur la planète. Et on collabore très régulièrement avec l'Éducation nationale, notamment avec des enseignants qui, sur leur initiative personnelle, viennent se former, acquièrent notre matériel et proposent du coup notre pédagogie dans leur classe. Parce que l'offre de formation, bien sûr, est aussi adaptée aux enseignants. Absolument. Qui ne sont pas spécialement, qui n'ont pas spécialement à l'aise avec les tablettes, peut-être moi même. Il faut conclure, me dit-on dans l'oreillette. Amélie Amatar, c'était fort intéressant. Merci infiniment. Merci à vous D'avoir répondu à mes questions pour le Top Décideur du Figaro. Je vous dis à très bientôt. À bientôt, avec plaisir.